Et donc en fait, il y a des métiers dans lesquels l'identité professionnelle, finalement, c'est le jugement. Et donc remettre en cause le jugement, c'est remettre en cause la valeur de celui qui juge. Les médecins, les dirigeants, les créatifs, ils se sentent menacés par une décision qui est partiellement déléguée à l'IA, ou dans lequel l'IA apporte un input qui est contraire finalement à leur expérience. Globalement, quand on est dans le cas de quelqu'un qui a basé toute sa carrière sur le jugement, il faut qu'il ou elle apprenne à travailler en codécision avec les machines. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Redelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Eric Hazan, qui est cofondateur et du fonds d'investissement Ardebel Capital, ancien senior partner chez McKinsey et co-auteur du livre « Faut-il encore décider ? La décision humaine à l'ère de l'intelligence artificielle ». Aujourd'hui, l'IA n'est pas seulement un outil de productivité, mais c'est aussi un miroir qui révèle nos faiblesses, les irrationalités et les biais du jugement humain. Et c'est ce qui va nous occuper pendant cet épisode. Bonjour Eric, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu ? Bonjour Julien, merci de m'accueillir, ça va très bien, ravi d'être là et surtout de parler avec toi de ce sujet qui me passionne. Écoute, avec grand plaisir. Alors moi, j'aime bien en savoir un peu plus sur mes invités avant qu'on démarre. Eric, tu as quel âge ? Tu viens d'où ? Et ils faisaient quoi tes parents ? Alors, j'ai 57 ans, je suis né en France. Mes parents sont nés pour ma maman au Maroc et avait la nationalité française parce que ses grands-parents venaient d'Algérie. Mhm. Et mon papa est né en Égypte. Il était apatride pendant 10 ans, puis il a fini par avoir la nationalité française. Je viens d'une famille de la classe moyenne en région parisienne. D'accord, donc pas spécialement technophile dès ta plus jeune enfance. Alors écoute, c'est une bonne discussion parce que j'ai voulu acheter un ordinateur quand j'avais 10 ans. Mon papa a pas voulu parce qu'il voulait que je sois tourné vers l'extérieur et ça a sans doute, finalement, comme souvent les enfants ont l'esprit de contradiction, ça a sans doute créé chez moi l'envie de m'intéresser à la technologie. D'accord, alors justement sur le sujet de la techno, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'intéresser évidemment au sujet de l'IA, mais surtout plus précisément au sujet de la décision à l'heure de l'intelligence artificielle ? Bon alors comme tu l'as compris, je suis un passionné d'intelligence artificielle et j'en ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de technologie. J'ai beaucoup analysé, à la fois l'impact de la technologie et de l'IA sur l'économie et la société, mais aussi, j'ai beaucoup déployé de la technologie dans les entreprises. Mais pour moi, la décision, c'est le cœur du pouvoir, réel. Je viens plutôt donc du monde de la stratégie et de l'investissement, mais j'ai passé des années à observer comment les organisations prennent des décisions. Combien parfois ces décisions sont excellentes ou et parfois elles sont médiocres, arbitraires, biaisées. Et puis quand l'IA a commencé à produire des recommandations qui sont meilleures que celles de certains experts humains, je me suis dit avec mon co-auteur Olivier Sibony, qui lui est un expert de la décision, on est face à une bascule historique. Et puis tu as sans doute lu dans le livre qu'on a analysé pas mal d'études académiques. Il y en a qui montrent que, par exemple, dans des choses qu'on croyait vraiment le domaine de l'expertise humaine, comme le diagnostic médical, et ben, en fait, l'IA, dans bien des cas, fait meilleur que les meilleurs médecins. Et d'ailleurs, que l'IA avec les meilleurs médecins fait plutôt moins bien que l'IA seule. Voilà. Tout ça, ça pose des questions. Pourquoi, finalement, on n'a pas assez d'humilité pour se dire que quand l'IA fait un meilleur diagnostic, il faudrait lui dire que c'est elle qui a raison. Ben voilà, avec Olivier, on s'est dit c'est un moment historique, ça mérite un livre. Pas seulement un livre sur l'IA, mais un livre sur l'IA et la décision. Est-ce que l'IA nous force à reconsidérer dans la décision? Est-ce que tu te souviens ce que tu as pensé quand ChatGPT est sorti en novembre 2022 ? Oui, novembre 2022, c'est ça. Oui, alors écoute, moi je panouillais, comme on dit, un peu dans cet univers depuis quelque temps, depuis une petite dizaine d'années, donc j'ai pensé qu'ils avaient mis beaucoup d'argent sur une des, dimensions spécifiques de l'IA et qu'ils avaient sorti quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Et je Mhm. me suis dit que ça allait changer beaucoup de choses parce qu'avant, l'IA, ça te permettait d'optimiser, le parcours, d'un camion pour, livrer, d'une manière plus efficace du point de vue économique ou du point de vue de la consommation, heu, d'essence, un certain nombre de marchandises ou un certain nombre de choses comme ça dans les usines et cetera. Mais, ou ton investissement média, mais, tout d'un coup là, on touchait le langage et le langage, c'est le cœur de l'humanité. Et je me suis dit que ça allait tout changer parce que, voilà, tous les citoyens allaient pouvoir se rendre compte du pouvoir de cette technologie. Quel regard est-ce que tu portes sur les hallucinations ? Les hallucinations, ce sont ces erreurs présentées de manière très convaincante par les IA. C'est quand même compliqué quand on parle de prise de décision et quand on sait que les IA peuvent halluciner, voire hallucinent assez souvent. Écoute, on est très tolérant avec l'erreur humaine et pas tellement avec l'erreur de la machine.
Il suffit que voilà, on parlait de médecine tout à l'heure, quand un médecin est fatigué, on comprend très bien et pourquoi? Parce que justement, c'est compréhensible, parce qu'on sait expliquer l'erreur. L'hallucination, elle nous gêne, parce qu'on ne sait pas les forcément l'expliquer et puis par ailleurs, on sait bien que la vérité dans un outil d'optimisation statistique qui est l'intelligence artificielle, bah, la vérité, c'est un concept. En fait, si c'est cohérent du point de vue statistique, ça marche. Donc heu, hem, Par rapport aux hallucinations, écoute, je pense que quand on entraîne bien, un LLM, on réduit le nombre d'hallucinations et par ailleurs, quand on segmente, finalement une tâche en un nombre de prompts quasiment infini, j'ai vu ça dans la maintenance, ou dans l'optimisation, algorithmique des usines, eh bien, il y a des agents qui ont 1 million d'étapes et ben, là, on réduit beaucoup les hallucinations. Donc c'est possible, et c'est pas forcément, souhaitable de, de se confronter systématiquement aux hallucinations, mais encore une fois, je pense qu'il y a un pardon asymétrique de l'erreur de la machine, et un pardon, beaucoup plus, je dirais tolérant vis-à-vis des erreurs humaines. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que ça va être encore le cas dans le futur? Parce que les conséquences peuvent être importantes dans un cas comme de l'autre, si c'est une erreur humaine ou si c'est une erreur machine. Alors écoute, aujourd'hui, on sait bien que, il y a des choses qui sont acceptables du point de vue de l'optimisation de la décision par la machine et des choses qui nous paraissent encore inacceptables, alors que peut-être on devrait les accepter. Par contre, et on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a des choses qui sont inacceptables et qu'on doit continuer à considérer comme inacceptables. Mais, si tu regardes par exemple la voiture autonome, Oui, absolument. c'est assez compliqué. Une voiture autonome a fait, jusqu'à présent dans tous les tests, ça fait beaucoup moins d'accidents qu'une voiture avec un homme ou une femme au volant. Et pourtant on préfère garder le volant. Alors aux États-Unis, on parle de plus de 40 000 personnes qui meurent chaque année sur les routes. Il y a eu quelques accidents, avec les voitures autonomes, mais très peu, ça se compte sur les doigts d'une main. Voilà, mais on n'est pas prêt à accepter, de finalement de donner, la direction, à une machine. Donc là, on parle pas d'hallucination, on parle d'acceptabilité de l'erreur de la machine. Il faut dire que les erreurs de la machine sont un petit peu déstabilisantes. Alors ça a été corrigé maintenant, mais pendant un temps, quand une voiture autonome voyait un peu de lumière sur un panneau, elle se bloquait. Mmh. Voilà, tout ça, ça a été corrigé et donc la machine s'améliore. Mais la compréhension de l'erreur de la machine est encore, compliquée. Il y a Anthropic, donc qui, produit le LLM Claude, a toute une un pan de recherche sur l'explicabilité, des erreurs des LLM et ça, finalement, c'est pour moi une nouvelle science qui va avoir beaucoup de succès parce qu'on va difficilement abandonner un certain nombre de décisions à la machine sans comprendre comment elle décide. À quel point est-ce que l'IA, en fait, qu'est-ce que l'IA nous apprend? Qu'est-ce que la machine nous apprend sur notre, rationalité ou notre irrationalité? Tu dis: «L'IA est un miroir de nos propres faiblesses», hein, c'est ça? Oui, c'est ça, je dirais même que c'est un miroir assez brutal, parce qu'elle nous montre, nos incohérences, nos biais, notre manque de discipline. Elle ne nous rend pas irrationnels, elle montre que nous sommes déjà pas mal irrationnels et je te donne un exemple peut-être, 2 juges face au même dossier peuvent rendre des sentences radicalement différentes, mais aussi le même juge, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, en fonction de ce qui s'est passé la veille, de s'il fait beau ou s'il fait pas beau, rendent pas la même décision sur des cas similaires et c'est pareil pour un médecin qui ajuste ses diagnostics, et tout ça est normal et on est humain, trop humain comme disent les philosophes pourtant il y a une variabilité statistique autour de nos décisions, c'est ce qu'on appelle du bruit statistique, c'est la variabilité un peu arbitraire du jugement humain et avant l'IA, en fait, on ne voyait pas ces défauts. Mais maintenant que l'IA documente chacune de nos décisions, maintenant qu'on peut comparer nos décisions dans le temps, eh bien, on voit, ces biais, on voit, finalement le côté irrationnel de décision, tout ça, c'est visible. Donc on exige de la machine une transparence que finalement on ne s'imposera jamais à nous-mêmes. Je te donne un exemple. Heu Compass, que tu connais sûrement très bien, qui est, le logiciel qui permet d'anticiper la récidive, dans, les cas, les crimes, les vols et cetera aux États-Unis. Il a été, beaucoup décrié, et à juste raison parce qu'on a découvert qu'il discriminait selon la couleur de peau. Scandale, mais en fait ce que l'affaire révèle, c'est le contraire de ce qu'on croit. C'est pas Compass, qui, finalement est discriminatoire, c'est que Compass reproduit les biais du système judiciaire américain. Quand un juge discrimine, c'est invisible. Quand un algorithme discrimine, on peut l'auditer, le mesurer, le corriger et finalement, dans ce cas-là, l'algorithme rend visible des injustices qui existaient déjà, mais qu'on ne voyait pas. D'accord.
Et ça peut s'appliquer à d'autres décisions, d'autres métiers, d'autres cas d'usage que tu as étudiés? Alors, absolument. En fait, chaque fois qu'une IA, documente une décision, on peut comparer l'historique des décisions humaines par rapport à des décisions qui devraient être plus rationnelles. Dès qu'il y a un objectif clair à optimiser, dès qu'il y a suffisamment de données, on est capable d'abord, probablement de déléguer une partie de la décision à l'IA et par ailleurs de documenter la différence par rapport aux décisions humaines. Donc voilà, il y a plein de biais cognitifs dans les décisions humaines. Si tu veux, on peut y revenir. Absolument, oui, c'était justement l'objet de ma prochaine question, c'est que c'est Ouais. dur de parler de prise de décision sans évoquer les biais cognitifs. Juste peut-être en 2 mots pour les auditeurs qui sont pas familiers avec le sujet, c'est quoi un biais cognitif et en quoi ils sont présents? Un biais cognitif, c'est un raccourci mental. On en fait tout le temps. C'est utile. Ça nous permet de décider très vite. C'est la mémoire des décisions précédentes qu'on a prises dans à peu près les mêmes cas. Mais en fait, ils créent des erreurs systématiques parce qu'ils sont omniprésents chez les meilleurs décideurs. Et donc, en fait, quand on décide sur tout un tas de décisions qu'on a déjà prises et qu'on n'utilise pas son cerveau pour challenger ces éléments, eh bien, finalement, et c'est ce que documente très bien Daniel Kahneman dans son bouquin Thinking Fast and Slow, finalement, on reproduit, en croyant reproduire une décision qui était juste, on produit une erreur. Voilà. Alors, par exemple, des choses assez simples, le biais de confirmation. On cherche dans les datas des informations qui confirment ce qu'on croit déjà. Mmh. Ça arrive tout le temps. L'excès de confiance, ça nous touche tous, hein. C'est pas quelque chose qui est spécifique à certains humains. C'est quelque chose qui touche tous les humains. Donc l'excès de confiance, c'est quoi? C'est, les dirigeants, qui surestiment systématiquement leurs chances de réussite. Et ça, on voit bien que quand on a réussi dans le passé, on a tendance à croire qu'on va continuer à réussir. C'est pas forcément mauvais, ça donne de la confiance, ça permet d'avancer. Mais en fait, c'est le moment où justement la rationalité doit rentrer dans le système. L'effet d'ancrage, un premier chiffre qu'on voit dans une négociation, eh ben, ça peut influencer tout le reste. C'est-à-dire qu'on va se calibrer par rapport à la première chose qui a été posée sur la table et non pas par rapport à la valeur intrinsèque de ce qu'on est en train de négocier. Voilà, tout ça, c'est des biais. Mais du coup, puisque ces biais sont intrinsèquement humains et que la machine se base sur des données humaines, notamment les LLM pour s'entraîner et cetera, est-ce qu'on peut dire que, les IA génératives ont aussi des biais cognitifs induits? Alors, absolument, ben, l'IA, on en parlait tout à l'heure avec Compass, l'IA, elle reproduit les biais humains. Mmh. Mais elle a un avantage assez considérable, elle est constante. Donc elle ne change pas d'avis selon son humeur, sa fatigue, ou l'ordre dans lequel elle a vu les dossiers. Donc c'est des modèles statistiques, on parle de modèles statistiques très simples, qui surpassent les experts. Voilà. Et quand c'était simple dans les années 50, il y a un psychologue qui est assez connu et qui est un peu le pionnier de tout ça, qui s'appelle Paul Mill. Et il montrait que déjà dans les années 50, quand les psychologues, les cliniciens utilisaient des modèles statistiques bien plus simples que l'intelligence artificielle, en fait, ils étaient meilleurs que les cliniciens, les meilleurs cliniciens, qui finalement utilisaient leur intuition. Donc, on sait que tout ça, cette espèce de stabilité, ça nous permet 2 choses. D'abord, ça permet à l'IA de déployer de l'optimisation avec une certaine rigueur et par ailleurs, ça nous permet de faire ressortir les biais quand il y en a. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit corriger les biais qui sont dans les datas que l'IA utilise, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un peu nos biais. On va essayer de corriger les biais les plus importants, c'est-à-dire les biais de discrimination, probablement, mais en faisant ça, on va corriger un peu les données, on va créer d'autres biais. Voilà. Il s'agit pas de corriger tous les biais, mais de choisir nos biais. Quels sont les métiers aujourd'hui où les décisions sont le plus importantes, où la prise de décision peut avoir le plus d'impact? Alors, on peut penser, pilote de ligne, on peut penser, médecin, chirurgien et cetera. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Je veux dire au-delà de ces poncifs? Et surtout, est-ce qu'il y a des métiers où tu observes une résistance émotionnelle face à l'idée de déléguer la décision à une machine? Oui, parce que en fait, tu vois que la l'IA déplace la décision vers la création d'objectifs et de règles et parfois la décision elle-même, les gens mettent le jugement dans la décision elle-même alors que la création du système de décision qui sert à prendre cette décision est tout aussi important. Et donc en fait, il y a des métiers dans lesquels l'identité professionnelle, finalement, c'est le jugement et donc remettre en cause le jugement, c'est remettre en cause la valeur de celui qui juge. Ben, donc la justice, mais on en parlera parce que on l'a classé dans les zones interdites pour d'autres raisons, les zones interdites de la décision artificielle. Les médecins, les dirigeants, les créatifs, ils se sentent menacés par une décision qui est partiellement déléguée à l'IA ou dans lequel l'IA apporte un input qui est ou une info qui est contraire
finalement à leur expérience. Un radiologue, dire à un radiologue que l'algorithme lit les scanners mieux que lui, ce qui est souvent le cas, c'est remettre en question peut-être 30 ans de carrière. Donc comment on fait? La résistance n'est pas toujours d'ailleurs irrationnelle, hein, il y a de bonnes raisons de ne pas déléguer la décision, dans le cas de la justice, on en parlera. Mais globalement, quand on est dans le cas de quelqu'un qui a basé toute sa carrière sur le jugement, il faut qu'il ou elle apprenne à travailler avec en codécision avec les machines. Travailler en codécision et pas déléguer 100 de la décision. Ah, ça dépend. C'est une très bonne, un très bon point. Il y a des tas de cas d'usage où il faut déléguer la décision. On en parlait. Donc encore une fois, quand les quand il y a un objectif clair optimisé, par exemple, je cherche une tumeur, hein, mais on peut se dire, par exemple, optimiser le chargement logistique d'un camion. Ouais. Voilà, tout ça sont des choses qu'on optimise, sont des métriques qu'on optimise. Quand les règles de fonctionnement sont claires aussi. Quand il s'agit d'appliquer des règles de fonctionnement et qu'il y a plein de données. Voilà, ça c'est des éléments où l'IA, on peut lui déléguer la décision parce que pour appliquer tous ces éléments, elle sera meilleure que nous. Ensuite, ça ne veut pas dire que, si je reprends l'exemple de la médecine, le médecin disparaît. Le médecin ne disparaît pas. D'ailleurs, les logiciels qui traitent la radiologie aujourd'hui et qui sont en préparation et en déploiement, ils disent que 80% des cas, en fait, sont traités par la machine. Et puis, en fait, les cas difficiles, finalement, sont discutés entre l'humain et l'intelligence artificielle parce que ça demande un peu plus de complexité. Et par ailleurs, ça dégage du temps pour le médecin qui peut passer plus de temps avec le patient parce que le fait médical, le traitement médical ne s'arrête pas au diagnostic. Ce n'est que le début. D'accord. Alors dans ton livre, Eric, tu présentes une matrice qui sépare le monde en 5 zones. Je te propose qu'on les explique et puis que tu nous racontes un petit peu, le process derrière. La première zone, c'est ce qu'on appelle les territoires conquis. Donc c'est les zones où les données sont abondantes et où les objectifs sont clairs. Tu peux nous donner quelques exemples, nous expliquer un peu ce que sont les territoires conquis? Absolument, bon, on a parlé de certains éléments de la médecine, hein, le diagnostic médical, la radiologie, mais il y a la détection de fraude, par exemple. Là, on sait que, l'IA ingère un nombre de données bien supérieur à n'importe quel humain et n'importe quel outil statistique précédent. Donc on faisait déjà de la détection de fraude avec ces outils statistiques avant, mais là, c'est bien meilleur. L'acuité est bien meilleure. Le trading à haute fréquence, donc la finance en général, mais le trading à haute fréquence. Alors, la mathématisation de la finance, c'est pas nouveau. Ça date de 20-30 ans. Et il y a des hedge funds qui sont fondés sur les mathématiques, hein. Je pense à Renaissance de Jim Simons, qui est décédé maintenant, mais ils ont eu des résultats incroyables parce qu'ils utilisaient les maths et les stats pour faire de meilleures décisions d'investissement. Et puis maintenant, on sait que depuis, en gros, une dizaine d'années, peut-être un peu plus, tous ces fonds, en fait, utilisent l'IA à très grand, Mmh. voilà, très grande dose, à très haute dose. Et on sait qu'à peu près, quand il s'agit de trading à haute fréquence, on sait que 80-90 des transactions sont maintenant automatisées par l'IA. Voilà. On optimise des pouillèmes parfois de valeur sur certaines actions, tout ça c'est totalement automatisé. Voilà. Les objectifs sont clairs, les métriques sont claires, il y a beaucoup de données. La finance, il y a énormément de données. La logistique, il y a beaucoup de données aussi, hein, l'optimisation, la maintenance de la production. Voilà, il y a tout un tas d'éléments où globalement, quand on a des objectifs parfaitement cadrés, des règles de fonctionnement parfaitement cadrées, plein de données, faut y aller. C'est les territoires conquis de l'intelligence artificielle et de la décision artificielle. Il faut déléguer. Globalement, on sera meilleur en déléguant. C'est ça le point. D'accord, parfait. Deuxième zone, on parle du marais de l'inquiétude. Donc là, si je comprends bien, l'IA est techniquement compétente, mais elle est freinée par des inquiétudes qui sont souvent irraisonnées. Ça veut dire quoi des inquiétudes irraisonnées? Eh bien, on n'est pas forcément rationnel par rapport à ce que fait l'intelligence artificielle. On parlait de la voiture autonome tout à l'heure. Bon, bah, on sait que, tout cela peut mieux conduire que nous, en tout cas dans certains cas et d'une manière beaucoup plus sécurisée, mais, on ne souhaite pas déléguer. Alors, on est dans le marais de l'inquiétude. On est aussi dans le marais de l'inquiétude, heu, probablement, un certain nombre d'autres choses. Par exemple, dans les RH qui est un sujet un petit peu compliqué, nous ne pensons pas qu'il faut déléguer la décision de recrutement, mais par contre, il y a tout un tas de choses qui peuvent être automatisées, comme le tri de CV, et cetera, dans un premier temps. Mais derrière, la partie recrutement elle-même doit rester humaine. Voilà, il y a des choses qui sont un peu à la lisière comme ça et en fait, avec le temps, on va automatiser de plus en plus de choses. Est-ce que, Eric, ce marais de l'inquiétude est aussi lié à des habitudes socioculturelles? Je m'explique, tu parlais de la voiture autonome. Le mois dernier, j'étais à Austin, au Texas, où Waymo a déployé une flotte de véhicules autonomes. J'en ai pris plusieurs, j'ai adoré, je trouvais ça génial, l'expérience est fantastique. Les gens autour de moi, ça
à part les chauffeurs Uber évidemment, mais ça semblait pas être un grand problème, ça semblait pas être une grande discussion et c'est plutôt pris pour acquis. Est-ce que peut-être qu'en France, ce sujet-là est polarisant, mais peut-être qu'il ne l'est pas ailleurs? Comment on gère ces différences? Les différences culturelles, c'est assez compliqué. Alors je sais pas si c'est en France particulièrement, mais heu effectivement, de l'autre côté de l'Atlantique ou même en Chine, on a tendance, aujourd'hui Ouais. à être beaucoup plus, entre guillemets, «relax» par rapport à l'utilisation de la technologie. Mais je vais te donner un exemple culturel qui n'est pas forcément dans le marais de l'inquiétude, mais où on utilise déjà des algorithmes. C'est la greffe. La greffe, c'est encore un exemple médical, mais la greffe de poumon, la greffe de rein, la greffe de cœur. En fait, pendant longtemps, on était et on l'a oublié, on était dans l'arbitraire de l'humain. C'est-à-dire qu'un prof de médecine disait, «Elle oui, lui oui, lui non», et cetera et puis ça nous paraissait normal. Et puis ensuite, on a décidé quand même de mettre des règles. Alors, il y a des algorithmes qui décident de des greffes aujourd'hui. Alors c'est intéressant ce que tu disais parce que en Chine, enfin, ou disons dans les pays asiatiques, la seniorité a beaucoup d'importance et donc les greffes vont d'abord aux gens qui sont les plus seniors. Voilà, parce qu'il y a, une espèce d'aura, une espèce d'autorité qui fait que les gens plus âgés méritent de vivre plus que les jeunes. Voilà. Contre-intuitif, je passe de l'autre côté de l'Atlantique vers les États-Unis et là, la règle, c'est celui ou celle qui a le plus de chances de s'en sortir. Mmh. C'est une règle beaucoup plus pragmatique. Et alors, on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe en Europe? Qu'est-ce qui se passe en France?» Eh bien, nous, on a une application un peu comptable de tout ça. C'est ce que j'appellerais FIFO, first in, first out. C'est-à-dire que c'est, en fonction de ta position sur la liste que tu reçois, la greffe en question. Donc on voit bien que en positif, des règles et des objectifs ont été, identifiés. L'algorithme ne fait qu'appliquer. Mais là, les différences culturelles se voient dans l'application et donc dans les résultats. D'accord, OK. Donc elle est quand même présente? En l'occurrence, c'était pas des algorithmes IA Ouais. que je te décrivais, c'est des algorithmes simples qui servent à ça. On pourra demain l'appliquer, mais ça me limite pour une discussion qu'on aura peut-être à la fin, qui est qu'il faut impliquer les citoyens et les employés, qu'on parle d'une entreprise ou d'une Mmh. société, dans la définition des règles et des objectifs, parce que, ensuite, on sera à l'aise avec le résultat. Je dirais que moi, j'ai ma propre opinion sur, l'allocation des greffes, mais globalement, elle est aussi liée à ma propre culture. Donc, il faut qu'il y ait une décision collégiale, une discussion collégiale sur ces éléments. 3 territoire, on parle de la vallée de la tentation. Donc là, c'est les domaines où l'IA semble compétente, mais où la décision doit rester humaine pour des questions d'éthique ou de subjectivité. Bah, le cas des greffes, par exemple, j'imagine que ça peut être fonctionner ici, non? Ça peut, mais aussi par exemple si tu veux, il y a plein d'éléments où, on peut faire plein de choses avec l'IA, mais, ça reste relativement, inacceptable, mais c'est tentant. Voilà. Alors je passe là du côté des pays asiatiques, le scoring social, c'est très faisable, c'est très tentant, mais c'est une tentation que nous pensons, vers laquelle nous pensons il ne faut pas aller. Mmh. Mais bon voilà, c'est tentant et c'est très efficace. Voilà, il y a plein de données et cetera, hein. Voilà. C'est un peu différent de la zone interdite dont on va parler, hein, peut-être, après, mais là, on peut faire plein de choses. Si on fait ça, si on utilise un certain nombre des éléments de la vallée de la tentation, il faut beaucoup, beaucoup de discussions. D'accord, OK, très bien et justement la zone interdite, bah, là, je pense que c'est, très clair. Ce sont des décisions sans précédent, il y a des enjeux vitaux et où a priori l'IA n'a pas sa place. Ça faisait partie notamment de l'AI Act de définir les zones et les enjeux justement liés à l'IA. La zone interdite, c'est quoi concrètement? Alors la zone interdite, il y a pas de tentation possible. C'est-à-dire que nous, en tout cas pour nous, peut-être pour les Ajax et pour un certain nombre d'autres gens, pour nous, il faut pas y aller. Je donne un exemple très clair, la justice pénale. Donc on parlait de la variabilité statistique de la décision pénale tout à l'heure, mais nous on dit pas que c'est pas grave, mais on dit que, bah, tant pis. Parce que quand, je parle pas des contraventions, mais quand on parle de crime de sang ou de vol, en fait, c'est un humain qui juge un autre humain. Ça fait partie du devoir social du juge, de juger un autre humain. On ne peut pas s'en remettre à une machine. On ne peut pas déléguer, même si on a l'impression que ça ferait, on va dire, diminuer la variabilité. D'ailleurs, la théâtralisation du procès, du processus de jugement, en fait, est nécessaire. Ça fait partie de cet exercice humain. On peut accepter peut-être une espèce de copilote à un moment qui donne des infos, qui montre les décisions de jurisprudence, mais attention au biais d'automatisation là aussi. Hein, c'est-à-dire je ne dois pas appliquer ce que me dit, le copilote et par ailleurs, je pense que, il faut pas on va dire, mettre à distance sa responsabilité.
En particulier dans ces décisions-là, dans toute décision, mais dans ces décisions-là. Donc le juge doit rester responsable de la décision qu'il prend. Voilà, D'accord. il y a d'autres décisions dans la zone, interdite, voilà, décider d'aller en guerre, par exemple. C'est quelque chose qui est difficile à déléguer. Ouais, non, clairement. Et puis le dernier territoire, c'est ce qu'on appelle les champs de la codécision, où là, l'humain et la machine collaborent parce que les données manquent ou parce que les objectifs sont ambigus. Tu peux donner deux, trois exemples? Oui, en fait, l'idée, c'est que dans la stratégie, dans le management, par exemple, souvent, on a des données, mais c'est pas comme si on optimisait tout pour un seul objectif très clair, presque mathématiquement clair. Et donc en fait, là, on est dans des situations complexes, un peu ambiguës, donc on utilise un sparring partner. L'IA est notre sparring partner. C'est un partenaire de réflexion. On l'utilise, d'ailleurs, il rend notre décision plus intelligente, parce qu'il nous amène beaucoup de données, beaucoup d'analyses qu'on n'avait pas le temps de faire. Donc c'est une combinaison assez puissante de l'humain et de la machine, mais l'humain garde la main sur les objectifs et même peut-être sur une partie des résultats. Je le disais en introduction, Eric, toi, tu as beaucoup travaillé dans le monde du conseil, chez McKinsey notamment, et je sais que les entreprises, et les grands cabinets d'audit et les grands cabinets de conseil sont un peu en première ligne face à l'IA. Quelle est ta vision des choses? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont devoir fondamentalement changer à cause ou grâce à l'IA? Et notamment si on parle du conseil, c'est quoi pour toi le futur de ce monde-là aujourd'hui? Alors moi, je pense que tous les métiers vont changer grâce à l'IA. Mmh. Ou à cause de l'IA, ça dépend du point de vue. Mais, je pense que, là, il y a beaucoup de prévisions qui circulent, mais les prévisions, on va dire, mesurées, montrent que d'ici 10-15 ans, on aura presque 30 des heures travaillées qui seront automatisées. Alors c'est pas des jobs entiers qui sont automatisés, c'est des tâches, mais, il y aura un certain nombre de jobs, qui seront, probablement automatisés. On va dire que ce sont ceux qui sont le plus exposés à l'IA et où l'IA est le moins complémentaire. On peut parler de tout ce qui est emploi de bureau, tout ce qui est, call center et cetera. Mais c'est à moyen terme, on ne sait pas du tout avec quel rythme. Et puis, il y a des bouts de notre job, dans tous les jobs qui vont être automatisés. Donc la question, c'est finalement comment on apprend à travailler avec tout ça. Alors pour revenir à ta question sur le conseil précisément, heu moi je crois que et ça c'est vrai aussi pour l'informatique et pour pas mal de métiers. En fait, ce qui se passe, c'est que, il y a un article d'un économiste américain qui s'appelle Eric Brynjolfsson, qui est très connu dans l'IA et qui, parlait des canaris dans la mine de charbon. Mmh, Il a absolument. appelé ça en anglais "canaries in the coal mine" et donc ça dit quoi? Ça dit, en fait, un canari dans une mine de charbon, c'est le canari meurt dès qu'il y a du gaz et donc il faut courir parce que ça va exploser. Donc heu là, il dit, ben, quand je regarde les jeunes informaticiens, les jeunes consultants et cetera, beaucoup des tâches qui sont automatisées sont leurs tâches et sont les tâches qui sont nécessaires à leur apprentissage. Et donc, il voit concrètement, lui, une baisse d'embauche des jeunes dans l'informatique aux États-Unis dans les 2-3 dernières années. Alors c'est un peu contesté, mais il y a d'autres économistes qui disent oui, d'autres qui disent non, mais de manière plus large, ça pose la question de l'apprentissage des jeunes, dans la mesure où tout un tas de tâches basiques sont automatisées et le seront. Un peu comme quand, on donne une calculatrice à un enfant de 6 ans avant qu'il ait appris ses tables de multiplication. Donc, Mmh. il y a tout ça. Comment on forme, les jeunes aujourd'hui, dans le conseil ou ailleurs? Hem, Globalement, avant, ce qu'on faisait dans beaucoup de professional services, c'est qu'on mettait, un jeune ou une jeune dans une salle, on leur donnait plein de dossiers et on leur disait: «Bah, tu ressors 6 mois après, tu seras formé». Voilà. Donc, en fait, ça va pas marcher comme ça. Faut réinventer une forme d'apprentissage et de formation. Et puis, alors moi, je suis confiant sur le conseil, mais le conseil, ça ne peut pas être faire de la synthèse. Ça ne peut pas être, on va dire recracher un certain nombre de choses, qui est la voie, on va dire le PPCM de tout ce qui est écrit, sur internet. Le conseil, c'est de la valeur ajoutée au-dessus de cette information. Ça pousse, l'IA pousse nous tous les professional services vers avoir de l'intelligence au-dessus de la data qui existe et donc être de plus en plus sophistiqué. Voilà. On ne sortira pas de l'impact de l'IA sur le travail sans se dire que tous les jobs vont devenir un tout petit peu plus sophistiqués. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune ou une jeune qui sort d'une école d'ingénieur, d'une école de commerce ou même d'un post-bac, qui se lance dans les études, quand on sait les difficultés que peuvent avoir les jeunes à obtenir un 1er emploi aujourd'hui? Alors déjà, je lisais une tribune dans Le Monde, récemment, qui était tout un tas d'universitaires qui disaient: «Faut mettre, en dehors de l'université l'intelligence artificielle, Mmh. surtout pas l'utiliser». Ils ne parlaient pas des étudiants, ils parlaient eux-mêmes de leur enseignement, et cetera et je pense que, heu, on rate un peu l'objectif de l'université quand on
parle comme ça, parce qu'en fait, il y a une partie qui est faire de bons citoyens, il y a une partie qui est préparée au monde, qui arrive, au monde qui vient. Et globalement, il sera assez difficile pour les jeunes de ne pas maîtriser l'IA dans leur prochain boulot. Donc, j'engage, premier conseil, j'engage tous les jeunes à utiliser l'IA et à potentiellement, s'en servir pour, comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, je ne crois pas à la disparition, de la qualité de la réflexion humaine du tout. Je pense qu'il y a un risque de démission face à l'intelligence artificielle. On peut s'en remettre, comme on s'en remet à un flux ininterrompu de séries au lieu d'ouvrir un bouquin, mais ça, c'est une autre tentation. Mais la réalité, c'est que je pense qu'il y a toujours une place pour de la réflexion humaine, intelligente, analytique. Et il faut continuer dans cette voie-là. Donc mon conseil, c'est de muscler son cerveau. OK, c'est un bon conseil. Et un autre conseil que j'aimerais sur lequel j'aimerais t'entendre, c'est, sur celui que tu pourrais donner aux chefs d'entreprise parce que tu es au contact, tu as été et tu es au contact d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de dirigeants. Qu'est-ce que tu dirais à un chef d'entreprise qui te dit: «J'hésite à utiliser l'IA parce que j'ai peur de perdre le contrôle, j'ai peur de prendre des mauvaises décisions»? En fait, moi, je lui dirais qu'il faut pas chercher à garder le contrôle, il faut chercher à comprendre ce que tu délègues et pourquoi. Et ça, c'est quelque chose de différent. En fait, tu perds pas le contrôle, tu te déplaces, tu crées le système de décision, qui va permettre d'automatiser un certain nombre de décisions et surtout de garder la main sur d'autres décisions. Donc c'est le boulot du dirigeant par excellence. Avant, ton «pouvoir» entre guillemets en tant que dirigeant, c'était de trancher. Demain, ce sera de définir les règles selon lesquelles le système tranche. C'est un rôle plus stratégique et pas moins stratégique. Donc voilà, et moi je vous dirais, il faut prendre les 20 décisions les plus importantes, il faut les cartographier, il faut regarder où l'IA peut faire mieux, où est-ce que je suis dans la codécision, où est ma zone interdite, et voilà. Et tout ça, ça d'ailleurs, ça nous rend meilleurs, ça nous rend de meilleurs décideurs parce que ça force à expliciter les critères qui restaient implicites, les arbitrages qui n'étaient jamais discutés. Je pense que c'est un progrès considérable en réalité. Et comment est-ce que tu traites la question de l'ego et de l'intelligence artificielle? Parce que tu peux être, un expert, un médecin, un artiste, un chef d'entreprise et convaincu d'être vraiment meilleur que l'IA pour prendre les bonnes décisions, même si c'est pas le cas. Est-ce que l'ego du dirigeant ou l'ego de la personne, c'est une protection ou une menace face à l'IA? Moi je suis pas contre l'ego, je pense que l'ego est ambivalent, ça protège. Voilà, ça donne de la confiance, de la capacité à agir, du courage. Voilà, il n'y a pas de courage sans ego. Mmh. Et donc je pense que sans ego, on décide rien, parce on ne s'autorise même pas à décider. Heu, mais je pense que quand même que l'ego peut aveugler, et donc voilà, c'est ce qui pousse, un décideur, un médecin, un dirigeant général à ignorer l'IA quand elle contredit son diagnostic, quand elle contredit sa vision des choses. C'est ce biais, de confiance ou d'ancrage dont on parlait. Donc quand la l'IA a raison 9 fois sur 10, il faut avoir un peu d'humilité. Voilà, et ce n'est pas, finalement, comment dire? Refuser d'avoir tort devient de l'ego mal placé. Donc la maturité face à l'IA, c'est presque l'ego sur les finalités et l'humilité sur les diagnostics. D'accord. Toi, à titre personnel, Eric, quelles sont les meilleures et les pires décisions que tu aies prises au cours des dernières années? Et quel regard est-ce que tu portes sur ces décisions avec le recul? Écoute, c'est une question très compliquée. Là où l'IA, peut-être n'aurait pas pu m'aider, c'est que j'ai pris, un peu plus de risques professionnels dans les dernières années. J'ai monté une boîte, je me suis mis à écrire des livres, donc la boîte en question, c'est un fonds. J'ai quitté, un univers, sympathique où je connaissais tout le monde, qui était l'univers d'un grand cabinet de conseil. Tout ça, c'est une décision, qui me semble avoir été une de mes meilleures décisions, compte tenu de mon niveau de maturité et de ce que j'avais envie de faire dans cette partie de ma vie. Je ne sais pas si l'IA aurait pu m'aider à faire ça. Voilà. Parce que c'est quelque chose de profondément humain. Il faut sentir où on en est, et puis, se dire: «Bah, c'est le moment, c'est pas le moment», et cetera. C'est la décision d'entrepreneuriat, une décision compliquée à prendre, avec de l'intelligence artificielle. Par contre, préparer des éléments d'analyse économique autour de, un projet ou un autre, là, l'IA est formidable, heu, et je pense que c'est un excellent outil, pour, compléter une décision, mais pas pour la prendre, dans ce cas-là. À quel point et comment est-ce que toi tu utilises l'IA au quotidien? Moi, j'ai l'impression que l'IA est l'infrastructure du monde, hein. Je pense que je ne maintenant, nous, on vit entre, Dust, qui est une interface de cybersécurité, pour, tous les LLM du marché et nos propres données, et puis Claude Pro, qui a fait des choses assez, impressionnantes dans les derniers mois.
Donc on mixe finalement tous les LLM avec, Claude parce que Claude, aujourd'hui, je veux pas faire de la pub pour Claude, Mmh. suffisamment, mais, aujourd'hui, il y a une très bonne interface avec Microsoft Office. Demain, ce sera peut-être autre chose et on changera. Voilà, on est totalement agnostique en termes de technologie. Mais, tout ça pour dire que, moi, avec tous ces LLM et toute cette, tout ça, je vis avec une couche d'IA qui connaît mes emails, mes WhatsApp, les dossiers de mon ordinateur, qui m'aide à produire, des mémos d'investissement, des analyses Excel, sur un investissement ou un autre, et cetera. Je vis avec une vitesse et une sophistication que je n'ai jamais vécu dans ma vie. J'ai passé mon temps sur Excel quand j'étais plus jeune. Franchement, là, je gagne un temps phénoménal. Voilà. Et ce qui se passe chez les jeunes gens qui travaillent avec moi, dans le pôle d'investissement du fonds, c'est que, voilà, quand on upload, des informations sur une société, on peut sortir en 2 minutes 30, un PNL, un balance sheet, un cash flow statement. Voilà. Tout ça, ça prenait quand même des jours. Donc voilà, on en est là. Moi, je trouve que je vis, l'infrastructure du monde. Je vis avec une infrastructure IA qui me porte. Et pour écrire ton livre, est-ce que tu as utilisé l'IA en partie ou pas du tout ou un peu? Alors, beaucoup sur la recherche, pas sur l'écriture, parce qu'en fait, quand j'aurais pu le faire, mais on a commencé sans IA. Après, c'était difficile. Et puis ensuite, on s'est beaucoup challengé mutuellement. Par contre, on a beaucoup utilisé, en tout cas moi, l'IA pour chercher des articles académiques, pour ensuite y accéder, les lire, et cetera. On a beaucoup de références dans le livre, et c'est vrai que c'est un outil de recherche phénoménal. D'accord, parfait, super. Bah, écoute, merci beaucoup Eric. Alors on arrive bientôt à la fin de notre épisode. Juste avant de conclure, je te propose de participer à un petit exercice très concret. Si nos auditeurs ne devaient retenir que 3 choses de notre échange, qu'est-ce qui leur serait vraiment utile dès demain? Du concret, hein. Pas de théorie, pas d'autopromo, des idées clés, des conseils, des décisions à prendre justement. Je t'écoute, qu'est-ce qui peut changer leur manière de travailler, de décider ou d'aborder l'IA? Alors, on est beaucoup dans l'IA généraliste et moi, je pense qu'on va aller dans une IA qui va de plus en plus se segmenter sur un certain type de décision et donc je pense que la meilleure question d'abord, c'est à se poser, c'est qu'est-ce que cette IA optimise exactement? Elle a été entraînée pour quoi faire? Je pense que ça, c'est un premier conseil, voilà. Parce qu'on ne peut pas demander à une IA qui optimise telle chose, autre chose, sans être sûr qu'elle va donc halluciner ou faire des erreurs. Et par ailleurs, j'en profite pour dire que utiliser l'IA comme un psy n'est pas forcément la meilleure chose parce que une IA, c'est un outil d'optimisation statistique et donc finalement, on aura juste la moyenne de toutes les réponses à la même question. Voilà. Ce qui est pas forcément le meilleur truc quand on cherche à être traité d'une manière psychologique ou psychanalytique. Voilà. Ensuite, Donc une IA spécifique, premier conseil. voilà, Deuxième qu'est-ce conseil? qu'elle optimise? Voilà. Deuxième élément, ne jamais suivre ou rejeter automatiquement, organiser la contradiction. Voilà. L'IA, c'est un bon outil aussi pour débattre avec soi-même et donc quand l'IA, te contredit, ne te demande pas qui a raison, demande-toi: «Est-ce que j'ai des informations que la machine n'a pas ou est-ce que c'est juste mon ego qui parle?» Le dernier conseil, c'est garder la responsabilité. Mmh. Parce que la machine recommande, mais on n'est pas dans la banalité algorithmique, comme disait Hannah Arendt avec la banalité humaine. C'est pas parce que c'est la machine qui décide, c'est moi qui décide. Ça peut être l'IA qui me recommande une décision, mais c'est moi qui décide à la fin. C'est moi le responsable. Parce que si on dit c'est pas moi, c'est l'algorithme, on a tout perdu. On a perdu l'humanité. Très bien, parfait. Bah, merci beaucoup. Alors à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle d'Enzo Fragal qui est ingénieur et consultant en IA. Est-ce que tu es prêt? Oui. Allez, on écoute sa question. S'il y a un apprentissage de la vie de la personne qui va écouter du coup cette question, s'il y a un apprentissage à retenir de son expérience de vie, qu'est-ce que ce serait et surtout pourquoi? Je pense qu'il y a une première chose qui est de se dire que il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Voilà. Je pense qu'il faut avoir le courage, et peut-être l'ego, d'aller très rapidement, le plus rapidement possible vers les choses qu'on a envie de faire. Je citerai, heu, peut-être, si j'y arrive, Garry Kasparov. J'avais noté parce que j'aime bien les échecs et donc j'avais noté une de ses phrases quelque part. Qu'est-ce qu'il disait? Voilà, «Tu joues aussi bien que tu mérites de jouer». Voilà, ce qui va un petit peu avec ce Très conseil. bien, parfait. Eh ben, c'est très clair. Merci beaucoup, Eric. Alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? La question que j'ai en tête, elle est un peu liée, à l'esprit, de l'intersection entre l'intelligence artificielle et la décision et ce serait peut-être si une IA devenait systématiquement meilleure que toi dans tes décisions,
Jusqu'où serais-tu prêt à lui faire confiance? Parfait, très clair. Merci beaucoup de ta participation. Éric Azan, je rappelle que tu es cofondateur du fonds d'investissement Ardabel Capital et co-auteur du livre Faut-il encore décider? La décision humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi, Julien. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.